Voilà, ça marche. Alors, je tenais d'abord à vous présenter mes excuses pour la semaine dernière et le début de cette semaine où je n'ai pas pu assurer mes cours. Malheureusement, j'ai eu quelques petites complications personnelles qui m'ont empêché d'adresser mes cours, de faire mes cours. Voilà. Euh, donc, ne vous inquiétez pas, hein, les cours qui ont été annulés, qu'ils soient de cette semaine ou de la semaine dernière, seront évidemment reprogrammés de façon dont vous allez mieux. Merci Anaël. Il y a des choses dans la vie malheureusement qui vous arrivent et voilà, c'est comme ça. Euh, donc ne vous inquiétez pas, bien sûr, évidemment, tous les cours qui ont été annulés seront reprogrammés. Alors on va essayer de faire ça bien sûr avant les vacances de Noël de façon à ne pas perdre de temps. Mais si ce n'est pas possible, au vu des emplois du temps, si ce n'est pas possible avant les vacances de Noël, ne vous inquiétez pas, les 3 ou 4 cours, il faudra que je fasse le point, mais il y a eu toutes les cours de la semaine dernière et les cours jusqu'à hier de cette semaine. Donc, a priori, ça doit faire entre 3 et 6 cours maximum. Tous ces cours-là seront bien sûr reprogrammés, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour se remettre dans le contexte, nous étions en train d'étudier le bilan. D'accord. Nous avions fait une petite partie sur le bilan où on avait commencé un petit peu à, euh, à voir quelques propos introductifs, hein. On avait fait un petit exercice se rapprochant voilà, de son cas personnel, comment on pouvait regarder ce que l'on possédait, tout ce que l'on devait, et comment on avait vu un petit peu tout ça à travers un petit tableau blanc là, qu'on avait fait ensemble. Alors, juste tant que je l'ai en tête là, sachez qu'il y a des gens qui m'ont interpellé sur les DM. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre groupe ou dans l'autre groupe, mais dans tous les cas, il n'y aura pas de DM ce semestre. D'accord. C'est une décision qui a été prise par, comment dire, par l'équipe pédagogique de l'hydroéducation pour éviter, voilà, c'est une période assez stressante pour tout le monde, y compris pour vous. Alors, a priori, c'est dans toutes les matières. Maintenant, adressez-vous, voyez avec vos enseignants dans chaque matière, en tout cas dans ma matière, il n'y aura pas de DM ni de DS, au moins jusqu'à la fin du confinement pour les DS. Pour les DM, je ne pense pas qu'il y aura un DM ce semestre. D'accord. Dans tous les cas, vous aurez des évaluations, puisque on a toujours notre système de. Et pour beaucoup, vous m'avez rendu des TD que je corrigerai d'ici les vacances. Donc, il y aura des notes, aucun problème. Nos TD sont déjà longs. Alors, nos TD sont déjà longs. Oups, il faut que j'affiche les commentaires aussi. Ils sont très furtifs. Alors, tac, 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 tac. Alors, je répète, je vous parle de ma matière. Vous voyez avec les enseignants des autres matières comment ils entendent organiser leurs cours, d'accord. Je ne peux parler qu'en ma matière. Je sais que avec l'équipe pédagogique de l'hydroéducation, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de DM ce semestre. D'accord. Euh, donc, voilà. En tout cas, c'est pour ma matière. Je ne peux pas prendre d'engagement pour les autres enseignants. Je ne sais pas comment ils ont vu les choses. Donc, vous voyez directement avec les autres enseignants. Dans mon cas, je répète, il n'y aura pas de DM. Ça, c'est clair. Et il n'y aura pas non plus de DS pendant la période de confinement. Après la période de confinement, on verra ensemble si il est opportun et si vous êtes, voilà, si vous êtes calé pour faire un DS, mais un DS sérieux, on le fera. Ou sinon, on trouvera d'autres modalités comment dire, d'évaluation, dans le sens qu'il faut que faut que vous soyez évalué. On verra ensemble quelle est la meilleure façon pour que vous puissiez voir où vous en êtes dans votre apprentissage de la matière. Le but, c'est pas de vous sanctionner,
Le but, c'est de savoir, voilà, on a, on a fait voilà, 3, 4 chapitres, où j'en suis dans ces 3, 4 chapitres. Qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que je n'ai pas compris, quels sont les points sur lesquels il va falloir revenir, quels sont les points importants, etc. etc. Alors, nos TD sont déjà longs, celui des amortissements et du bilan notamment. Oui, donc, vous voyez, pas besoin d'en rajouter, je pense. Hein. Aude. Ambre me dit, mais on a fait dans les autres matières. Je vous dis, Ambre, vous voyez avec vos enseignants dans chaque matière. D'accord. Après le bilan, nous avons un autre chapitre pour pouvoir rendre mon deuxième TD de semestre. Je n'étais pas assez à l'aise avec l'amortissement. Oui, bien sûr, il y a d'autres chapitres, hein, d'autant plus que votre semestre se termine, il me semble, fin janvier. Donc évidemment qu'on va encore voir le chapitre notamment sur le compte de résultats. Ce sera notre prochain chapitre. Alors, bilan, compte de résultats, ce sont deux chapitres pas faciles, hein, d'accord. Mais malgré tout, qui sont super importants. Et après, il me semble que c'est sur la rentabilité. Il y aura un chapitre sur les relations aussi avec les fournisseurs, qui est un petit peu plus facile, qui n'est pas très compliqué. Tac, tac, tac. C'est bon pour les questions-réponses? On peut y aller sur notre chapitre. On reste bien à 2 TD, oui, c'est ça, mademoiselle. En tout, 2 TD sur le semestre, c'est ce qu'on s'était fixé. Voilà. Bon, alors, on va enchaîner sur notre chapitre de bilan, d'accord? Je vais continuer les explications. Je pense qu'il va y avoir encore eu un quart d'heure, 20 minutes peut-être d'explications un peu plus concrètes cette fois-ci. Et ensuite, ben, on va passer tranquillou à la correction du TD. Alors, si vous l'avez entamé, ben, vous allez pouvoir suivre. Sinon, ben, vous allez voir un peu, peut-être, c'est ce que je vous avais dit, hein, il me semble, dans la dernière séance. Commencez peut-être pas le TD. Très dur, oui, 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 ne vous inquiétez pas. Euh, il y a pas mal d'exemples. Et je ferai des exemples supplémentaires de façon à ce que vous compreniez bien ce qui est attendu de vous. D'accord. Et je vous dis peut-être laisser passer les 2 premiers exercices pour comprendre, ou même la première partie, de façon après à vous attaquer les suivants, euh, pour que, voilà, pour que ce chapitre soit connu et soit compris. Alors, je vais, comme on avait fait la fois dernière, je vais faire un petit tableau partagé là, hein, d'accord, sur lequel vous pouvez intervenir. Alors, pour l'instant, vous n'intervenez pas sur ce tableau, mais attention, parce que je ne peux pas perdre un quart d'heure à donner des autorisations à tout le monde. Vous devez être connecté avec le même identifiant que la connexion que vous avez ici pour la vidéo. D'accord. Si vous n'êtes pas connecté avec le même identifiant Gmail, quand vous allez ouvrir, ça ne fonctionnera pas, vous ne pourrez pas participer, ou il va me demander 30 000 autorisations et on perd un quart d'heure à donner les autorisations à tout le monde et on ne peut pas perdre un quart d'heure. Donc, sinon, de toute façon, je vais le partager. Vous ne pourrez pas interagir si vous n'avez pas pris la précaution de vous connecter avec le même identifiant. Mais si vous l'avez pris, normalement, vous allez pouvoir interagir sans aucun souci. Voilà, j'ouvre le tableau, hop, et je vais le partager dans tous les cas. C'est en cours. Voilà, donc là, j'ai plein de mails, hein, à qui je vais le partager. A priori, c'est que des cours d'hydro, que des cours d'hydro. Donc, il y a 31 personnes à qui je vais le partager en édition. Voilà, c'est fait. Et vous allez recevoir donc dans dans le chat, il y a le lien pour le tableau, pour le tableau blanc, le jam. Donc, se créer.
C'est bon, vous... Hop. Mon réseau est un peu à la ramasse aujourd'hui. Voilà. Alors, je vois que déjà certaines personnes y sont, Charlène, etc. C'est parfait. Alors, je vois que par exemple, Ambre, vous n'êtes pas connecté avec votre bon identifiant, puisque là, vous m'avez fait une demande avec asambre349@gmail. Donc, c'est pas possible comme ça. Il faut vous connecter vraiment avec votre identifiant NetCampus. Cours d'hydro, votre mail cours d'hydro. Donc, voilà, je vais le partager. Pareil pour Héloïse. Il faut vous connecter avec votre adresse d'hydro, cours d'hydro, sinon ça ne marche pas. Hop, voilà. Il faut vous connecter avec vos bonnes adresses, parce que vous ne vous connectez pas avec vos bonnes adresses. Voilà. C'est en train de se partager. Voilà, super, pour ceux qui ont réussi. Alors, je suis désolé, hein, pour les autres, je ne peux pas. Je sais que c'est un petit peu frustrant, mais si je commence à régler les problèmes de chaque, on ne va pas faire le cours. Alors, sinon, de toute façon, vous l'avez ici, et ouais. Alors, on va resituer les choses et je vais vous réexpliquer chaque partie du bilan dans un premier temps. D'accord? Pour ça, je vais ici remettre une image et vous montrer dans tous les événements qui peuvent se passer dans une entreprise, comment ils vont affecter ce bilan. Est-ce que je peux vous suggérer un doc partagé? Donc, vous vous souvenez, quand on avait fait notre premier petit exercice sur tout ce que vous possédez, vous, et tout ce que vous devez, on avait bien séparé les deux choses. D'accord? Puisque je vous rappelle quand même, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, que le bilan va faire état du patrimoine de l'entreprise. Donc, son patrimoine, ça veut dire quoi? C'est tout ce qu'elle possède et, de l'autre côté, tout ce qu'elle doit. Tout ce qu'elle possède, tout ce que possède l'entreprise, et c'est vraiment une propriété au sens très large des choses, on va le mettre dans la partie que l'on appelle l'actif. L'actif se situant à gauche. Donc ici, on peut se mettre un petit post-it comme ça. Ici, c'est tout, tout ce que possède l'entreprise. Donc l'actif, c'est bien tout ce que possède l'entreprise. D'accord? Ça, c'est une première chose. Ici, on va voir tout ce que possède l'entreprise. Et l'entreprise va pouvoir posséder deux grands types. On a une séparation entre deux grands types de biens qu'elle pourrait posséder. Une première partie des biens que vous connaissez déjà, puisqu'on a déjà travaillé sur cette problématique-là, une première partie de biens qui s'appellent les immobilisations. On a déjà vu, quand on a traité des amortissements, ce que pouvait être une immobilisation, c'est de façon très concrète ce que va pouvoir acheter et posséder une entreprise pour travailler. Alors, dans ces immobilisations, on va avoir
des véhicules, par exemple, mais aussi des ordinateurs. On va pouvoir avoir des bâtiments, du matériel de bureau, du matériel industriel, etc., etc. Donc, tout ce matériel que l'entreprise possède, on va le trouver dans cette grande partie ici, qu'on appelle les actifs immobilisés. Donc, ici, cette partie-ci, cette partie-ci, que je viens de mettre en rouge, on va affecter, on verra après au niveau des colonnes à quoi ça correspond, mais au niveau de la partie ici, ça va être donc tout le matériel que l'entreprise va pouvoir avoir. Donc, quand dans un énoncé, vous allez avoir, par exemple, l'entreprise a acheté un bâtiment, eh ben, on va venir mettre dans cette partie-ci le coût du bâtiment. Ensuite, autre partie, cette partie-là, on l'appelle actif immobilisé parce que les biens vont rester dans l'entreprise. D'accord. Quand on achète un ordinateur, ce n'est pas pour que l'ordinateur il soit revendu 2 jours après. Évidemment, dans une entreprise, quand vous achetez un ordinateur, c'est pour que l'ordinateur reste dans l'entreprise et puisse permettre de bosser. Donc, voilà le principe des actifs immobilisés. Ensuite, vous avez d'autres choses que possède l'entreprise qui ne va pas être fait pour rester dans l'entreprise, mais simplement pour circuler. D'accord. C'est-à-dire rentrer dans l'entreprise, ressortir, rentrer, ressortir. Ça va être le cas, par exemple, typiquement du stock. Vous rentrez de la marchandise que vous transformez ou pas, et puis vous la ressortez par l'action de vente. Vous la rentrez quand vous achetez, vous la ressortez quand vous vendez ce bien. Donc on voit bien qu'il y a une circulation ici qui se fait. Au même titre que les disponibilités, je vous rappelle que les disponibilités, c'est tout l'argent que va posséder l'entreprise, donc ça lui appartient bien, c'est bien une propriété, c'est en ça. Tout à l'heure, j'expliquais que on entend tout ce que possède l'entreprise, mais vraiment au sens large. L'entreprise possède de l'argent sur son compte en banque ou bien dans une caisse. Et donc ça, l'argent, alors sauf sur des placements à long terme, mais concrètement, il n'a pas vocation à rester dans l'entreprise pendant 20 ans. D'accord. Il sert au fonctionnement de l'entreprise. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'actif circulant, qu'on va retrouver ici, qu'on va mettre dans une autre couleur, par exemple en bleu. Toute cette partie-là, évidemment, ce sont des choses qui sont faites pour bouger. Alors, quelques petites spécificités. Les disponibilités, d'abord. Les disponibilités, ce qu'on appelle disponibilité, c'est concrètement ce que l'entreprise a dans sa caisse, donc généralement c'est de l'argent liquide, plus l'argent sur le compte en banque. Donc ça, c'est les disponibilités. Le terme, on ne le rencontre pas souvent, hein, on se pose un peu la question de ce que c'est qu'une disponibilité. Donc les disponibilités ici, ça va être l'argent que l'entreprise possède en argent liquide. Alors quand l'entreprise peut posséder de l'argent liquide, puisqu'elle peut avoir un coffre dans lequel il y a de l'argent liquide. Alors en général, il n'y a pas beaucoup d'argent liquide dans les entreprises, hein, mais elle possède aussi de l'argent qu'elle a sur son compte en banque. Qu'est-ce que sont les créances? Qu'est-ce que sont les créances? Ce sont les factures clients. Donc l'entreprise a des clients, l'entreprise a envoyé des factures à ses clients qui ne sont pas encore réglés. Voilà. Ça, c'est bien les créances. Donc, ce sont les factures clients qui ne sont pas encore réglées.
Ça, ce sont les créances. D'accord. Alors, comment ce phénomène peut se réaliser? Tout simplement, euh, aujourd'hui, vous, quand vous allez à Auchan ou quand vous allez faire vos courses dans n'importe quel magasin ou même sur Internet, d'accord, vous passez à la caisse et vous payez. D'accord. C'est généralement les flux qui se passent quand il y a d'un côté une entreprise et de l'autre côté un consommateur lambda. D'accord. Mais une entreprise peut avoir comme client un consommateur, mais elle peut avoir aussi comme client une autre entreprise. Ou même comme client une collectivité locale, le type la mairie, l'État. Vous pouvez très bien avoir une entreprise qui travaille pour l'État. Contextualisons un peu tout ça. Vous êtes une diététicienne qui est installée en libéral. D'accord. Généralement, vous allez avoir des clients particuliers, des consommateurs. D'accord. À la fin de la séance, votre client va vous régler le montant de la séance. Très bien. De ce côté-là, pas de souci, toutes vos factures donc, sont réglées. Mais il se peut aussi, par exemple, que vous interveniez pour une association. D'accord. Vous interveniez, par exemple, dans la gestion des troubles du comportement alimentaire pour une association. À ce titre, vous allez faire, je ne sais pas, moi, peut-être une intervention via un colloque, peut-être tenir une réunion, peut-être recevoir quelques patients. Et votre facture, vous avez négocié un forfait avec l'association, par exemple, de 1 000 euros. D'accord. Vous allez envoyer votre facture à la fin de votre prestation à l'association et il a été conclu entre vous et l'association que le règlement interviendrait un mois après la facture. C'est ce qui se fait très couramment. D'accord. Donc vous envoyez votre facture et un mois après, vous allez recevoir le règlement de cette facture. Mais pendant ce temps-là, pendant l'intervalle où vous avez établi votre facture et le moment où vous allez effectivement recevoir le règlement de votre prestation, l'argent, il vous est dû. L'argent, c'est comme si il vous appartenait, mais pour l'instant, vous ne le possédez pas encore. Mais dans tous les cas, comptablement, juridiquement, l'argent vous appartient. Cette facture, le montant qui vous est dû, vous appartient. Et donc, on est clairement, typiquement ici dans le cas, si on devait avoir dans un, comment dire, dans un énoncé un montant de facture non réglé, il faudrait un montant de facture client, évidemment, hein, un montant de facture client, donc c'est quelque chose de positif que je vais bientôt recevoir, on le mettrait dans les créances. Alors, vous trouverez aussi le nom carrément client. Hein. À la place de créance, on pourrait très bien aussi avoir client. Et donc, c'est ici le montant des factures qui ne sont pas encore réglées. Donc, voilà les deux postes qui demandaient des précisions, en sachant bien sûr que, par exemple, pour les stocks, c'est le montant de la valorisation des stocks. Vous savez, on a fait des fiches de stock. À la fin de la fiche de stock, on avait un montant de valorisation au dernier jour du stock final. Donc, c'est le montant qu'on va retrouver ici au niveau de la partie des stocks. Y a-t-il des questions sur cette partie basse, sur l'actif circulant du bilan? Il n'y a pas de questions sur cette partie. Moi, j'ai une petite question. Les créances, on doit les faire régler avant la fin de l'année par les clients ou pas forcément? Non, pas forcément. En fonction de l'accord. Fermez votre micro, Vincent. Je vais raisonner. Merci. En fonction de l'accord que vous avez avec votre client, d'accord, en fonction de l'habitude des relations commerciales que vous avez avec votre client, une date de règlement de la facture est prévue. Si le bilan doit être édité, puisque le bilan il est édité à une certaine date, et que les factures ne sont pas réglées, on va voir simplement apparaître le montant des factures non réglées sur votre bilan. On sait que l'entreprise doit encore toucher dans les semaines ou dans les mois qui vont suivre la clôture, va encore toucher cette somme. Donc on a bien un récapitulatif de tout ce que l'entreprise possède ici, mais qui n'est pas encore chez elle. D'accord. Et du coup, l'année suivante, on n'aura pas, ça n'apparaîtra pas, par contre, Alors, dans le bilan de l'année suivante. exactement. L'année suivante, les factures réglées en cours d'année
qui étaient de l'année précédente vont se régler, d'accord, mais il y aura certainement d'autres factures qui vont être éditées qui ne seront toujours pas réglées. Donc, il se peut qu'on ait toujours des montants au niveau des créances clients, tout simplement parce qu'il y a ce roulement de factures qui sont éditées et qui ne sont pas réglées tout de suite. Alors, quand on a ce type, c'est important de regarder ça, d'accord, parce qu'une entreprise va pouvoir développer une clientèle, va pouvoir grossir, et il faut qu'elle fasse attention au délai qu'elle octroie à ses clients pour ne pas manquer d'argent, puisque l'argent que les clients ne payent pas tout de suite, parce qu'il y a un accord avec le client, et tout ça se fait, c'est de la discussion, c'est de la négociation. Les factures qui ne sont pas payées, qui seront payées dans un mois, 2 mois, 3 mois, peuvent poser des soucis. Parce qu'à un moment donné, de l'autre côté, vous avez un fournisseur à payer, des salariés à payer, un loyer à payer, et si l'argent ne rentre pas, s'il y a un trop gros décalage qui se fait, vous pouvez arriver à des problèmes, ce qu'on appelle les problèmes de trésorerie, c'est-à-dire les problèmes de disponibilité d'argent liquide, d'argent disponible qui manque dans l'entreprise. On verra justement que le bilan permet de regarder ces flux et de pouvoir estimer ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement qui est nécessaire pour l'activité de l'entreprise. Concernant maintenant ces 3 colonnes, vous voyez que j'ai indiqué 3 colonnes. J'ai indiqué une colonne brute, j'ai indiqué une colonne d'amortissement voilà, qui porte aussi le nom de provision pour la partie basse, mais globalement ça veut dire la même chose. Et j'ai une partie que j'ai mis en net. D'accord. Alors, j'ai une partie qui est en net. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ici, dans cette partie brute, le brut, c'est la valeur de départ. Alors, ça veut dire quoi cette valeur de départ? On va regarder ensemble. Quand on parle d'amortissement et d'immobilisation, hein, on se souvient qu'on avait toujours une valeur d'achat du bien, qui était notre base amortissable, notamment dans les problématiques d'amortissement linéaire. On calculait un amortissement, il y avait une annuité et puis une valeur nette. Ben ici, on a clairement la représentation de notre tableau mis dans le bilan. La valeur brute, c'est la valeur de départ. Donc le coût d'achat, si vous vous souvenez, hein, vous voyez, les chapitres vont s'enchaîner et vont avoir des liaisons les uns avec les autres. C'est la valeur d'achat, donc la base amortissable de mon bien. Donc si vous vous souvenez bien, c'est une valeur hors taxe et c'est une valeur qui comprend éventuellement des frais annexes. Ensuite, l'amortissement va correspondre à l'amortissement, au cumul des amortissements que l'on avait dans notre tableau d'amortissement, et la valeur nette à la valeur résiduelle que l'on avait, ou à la valeur nette comptable, la VNC, que l'on avait dans notre tableau d'amortissement. Ça nous indique combien l'entreprise a payé le bien, pour combien elle l'a déjà utilisé, donc amorti, et aujourd'hui, en net, combien il vaut. D'accord? Donc, si, et on l'avait vu dans un des tableaux d'amortissement, si on devait avoir une représentation d'un tableau, d'une ligne d'un tableau d'amortissement, on viendrait compléter avec la valeur brute, l'amortissement et le net, notre partie ici d'actifs immobilisés. Sur la partie de l'actif circulant, je ne vais pas vous les expliquer. Il y a des explications en actif circulant, il y a des créances qui peuvent être amorties. Voilà, attendiez Mathieu. Ce n'est pas de l'amortissement, c'est de la provision. Je vais juste, pour votre information, vous l'expliquer, d'accord, à quoi correspond cette partie qui ressemblerait à de l'amortissement, mais ne le retenez pas parce que ça ne vous est pas demandé. On ne vous demande pas de comprendre de ce que peuvent être l'amortissement, donc qui sont des provisions au niveau de l'actif circulant. Je vous explique simplement qu'une créance, un stock ou même des disponibilités peuvent perdre de la valeur par rapport à leur valeur de départ. Je vais vous prendre un exemple. Puisque finalement, c'est un peu la même philosophie que pour l'actif immobilisé. Au départ, j'achète un véhicule qui vaut 10 000 euros. Je l'ai déjà utilisé, je l'ai amorti pour 5 ans par exemple, et je l'ai acquis au premier jour de l'exercice.
Donc, en amortissement linéaire, hein, on sait que je prends 10 000, je le divise par 5, ça fait des amortissements de 2 000 par an. Au bout de 2 ans, sur mon bilan, j'aurai 10 000, amortissement 4 000, valeur nette 6 000. D'accord? Donc, on voit bien que par rapport à une valeur de départ, il y a une perte de valeur à cause de l'amortissement, qui représente finalement la perte de valeur à cause de l'utilisation du bien. Et pour en avoir une valeur dans mes comptes aujourd'hui, sa valeur réelle, il ne vaut plus que 6 000 euros dans mon exemple. Si je retraduisais ça, vous perso, vous avez acheté votre voiture il y a 2 ans, d'accord? Peut-être que vous l'avez acheté d'occasion à 5 000 euros. Bah, pendant 2 ans, vous l'avez utilisée. Aujourd'hui, elle vaut combien votre voiture? Elle vaut peut-être que 2 000 euros, d'accord? Bah, dans le bilan, vous marqueriez 5 000 euros dans la valeur brute, 3 000 euros d'amortissement, et aujourd'hui, votre voiture, elle ne vaut plus que 2 000 euros. C'est la partie nette, bien sûr, qui est la plus intéressante. Alors, je vais vous donner un exemple très rapide pour vous illustrer comment finalement l'actif circulant peut perdre de sa valeur. Il peut perdre de sa valeur. Je vais prendre l'exemple des créances. Un client vous doit 5 000 euros. Vous avez fait une facture à une autre entreprise de 5 000 euros. Vous l'avez faite le 20 décembre pour une prestation qui est terminée. Et il est entendu que ce client vous paye un mois plus tard. Donc, on a dit facture le 20 décembre, donc il va vous payer le 20 janvier. Mais le 22 décembre, ce client vous envoie une lettre dans laquelle il vous dit qu'il ne veut pas payer la facture parce que la prestation n'était pas bonne, n'était pas ce qu'il attendait. Donc, on voit bien qu'il y a un litige. Donc, il y a un risque que le client ne vous paye pas. Okay. Donc, ce risque, il est constaté dans une sorte d'amortissement qu'on ne va pas appeler amortissement ici, qu'on va appeler provision, et qui va dire, attention, j'ai fait une facture de 5 000 euros, ce client me doit 5 000 euros, mais peut-être qu'il risque de ne pas me payer. Donc, je vais imaginer qu'il va me payer qu'à 50%. Donc, je vais mettre 2 500 en provision et finalement, je risque de ne récupérer que 2 500. Voilà un exemple. Donc, des problématiques avec des clients, vous pouvez avoir des problématiques de clients qui ne sont pas contents d'une prestation. Donc, il y a un litige au niveau de la prestation que vous avez faite. Ou bien simplement des clients, malheureusement, qui sont des mauvais payeurs et qui ne veulent pas payer la facture parce qu'ils ne peuvent pas ou parce que simplement, c'est une entreprise qui va déposer le bilan. Donc voilà un exemple de dépréciation des comptes d'actifs circulants, mais ne retenez pas trop ça. Vous, juste la partie actifs immobilisés, bien savoir à quoi ça correspond, brut, immo et net. D'accord. Sur la partie circulant, inutile de le retenir, ça existe évidemment. On peut pas. Il y a bien 3 colonnes. Vous êtes en droit de vous poser la question pourquoi. Mais je pense qu'il vaut mieux pas trop s'embrouiller l'esprit, puisque c'est pas la peine de le retenir pour vous. On vous le demande pas. D'accord. En général, le net sera égal au brut, tout simplement. D'accord. Ou on vous donnera que des montants nets. Il n'y aura qu'une colonne. Alors, voilà pour la partie de l'actif. En sachant, d'accord, en sachant que on va faire ensuite des totaux. Vous voyez qu'il y a des totaux au niveau. Alors moi, j'ai scindé un peu les deux totaux et qu'on a un total d'actifs ici qui va se mettre. D'accord. Alors, on va enchaîner sur la partie maintenant du. Est-ce qu'il y a des questions, encore une fois, sur cet actif, sur la partie actif? Alors, Du coup, juste à l'amortissement, on mettra l'amortissement de l'année en cours. du cumul, le cumul des amortissements. D'accord. Le cumul des amortissements. Ok, ça marche, merci. Alors, on va regarder la partie du passif. Hop, je vais intégrer l'image.
Un petit peu comme, sur la partie de l'actif, au passif. Eh ben, pourquoi ça doit pas se mettre. Au passif, on va avoir deux grandes parties, alors qui n'ont pas du tout les mêmes significations qu'au niveau de l'actif, mais au niveau du passif, voilà, au niveau du passif, on va avoir deux parties. Voilà mon passif. Alors, évidemment, c'est un peu simplifié, hein, mais dans tous les cas, on ne vous demande pas d'en savoir plus. Deux grandes parties. Une partie qu'on va appeler les capitaux propres et une deuxième partie qu'on va appeler les dettes. On va commencer par les dettes, c'est la chose la plus facile. Qu'est-ce qu'on va avoir? Au niveau des dettes, on va avoir trois grands postes. Trois grands postes que vous voyez. Voilà mes dettes, ici. Donc, trois grands postes. Les emprunts. Donc, les emprunts, c'est les crédits qu'on a pu obtenir des établissements bancaires. On va avoir les dettes fournisseurs, donc l'argent que l'on doit à nos fournisseurs. Vous vous souvenez que tout à l'heure, avec nos clients, il y a des clients à qui j'ai fait des factures qui ne m'ont pas encore payé parce que c'est convenu. Ben, moi, de l'autre côté, je vais pouvoir aussi avoir la même chose avec mes fournisseurs. Donc, les fournisseurs, c'est ceux à qui j'achète de la marchandise ou de la matière première. Ces fournisseurs, je peux très bien avoir conclu avec eux des modalités de règlement. C'est-à-dire, je dis, ben voilà, vous allez me livrer la marchandise et je vais vous payer dans un mois. Le jeu en entreprise, c'est d'essayer de payer ses fournisseurs après que ses clients nous aient payés. Donc, vous voyez un peu ce calcul qu'il faut faire. Je dis, voilà, mes clients me payent dans un mois, ben moi, je vais essayer de payer mes fournisseurs dans 45 jours. Ce qui va me permettre d'écouler la marchandise et de pouvoir avoir de l'argent pour payer mes fournisseurs. On verra que ce n'est pas toujours facile et qu'il y a d'autres choses qui interviennent. Donc, voilà pour mes dettes fournisseurs. Et ensuite, je vais pouvoir avoir aussi des dettes auprès de l'administration fiscale ou auprès des organismes sociaux. Donc, des dettes relatives aux impôts ou aux charges sociales liées au salaire. Donc, voilà les trois grands postes de dette qu'une entreprise peut avoir. Et là, elle part sur la problématique des emprunts, c'est le montant du capital restant dû. Donc, le montant qui me reste à payer sur l'emprunt, tout simplement. Voilà. À part peut-être les emprunts, ici, on va juste indiquer montant du capital qui reste à rembourser. Montant du capital. Donc, le capital, c'est ce que j'ai emprunté. Hein. Montant du capital restant à rembourser. Voilà. Sinon, il n'y a pas vraiment de difficulté à. Ça, c'est au niveau de l'emprunt. Voilà. Pas vraiment de difficulté quant aux notions ici de dette. Alors, la partie un petit peu plus compliquée, mais il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça. La partie un petit peu plus compliquée, il faut changer de page. Oui, on est sur la page 2. On est sur la page 2. Vous la voyez normalement sur votre écran là. Enfin, bien sûr, si vous n'avez pas plusieurs écrans, vous ne la voyez pas. Mais je suis sur la page 2. Hein, d'accord? Donc, au niveau de la première partie, ce qu'on appelle les capitaux propres de l'entreprise, ce sont de l'argent qu'elle doit, mais qu'elle doit à l'interne. Alors, l'interne de l'entreprise, c'est les associés. Les associés vont mettre de l'argent au départ pour créer une entreprise. Quand on crée une entreprise, dans 80% des cas, il faut mettre de l'argent pour constituer ce qu'on appelle le capital. Au départ, imaginons que vous décidiez, on verra quand on fera le chapitre sur les formes juridiques des entreprises, vous décidiez de vous associer à trois pour créer un magasin de distribution de produits diététiques et vous décidez de choisir une forme juridique. Vous avez déjà certainement entendu parler de ces termes-là. Vous décidez par exemple de vous constituer en SARL, en société à responsabilité limitée. Je pense que c'est un terme que vous avez déjà entendu. Et bien, il va falloir mettre un capital au départ. Alors, vous allez voir qu'il y a
des montants minimums à mettre, d'accord? En l'occurrence ici, le montant minimum, il n'est pas immense, hein, il faut mettre au moins 1 euro, d'accord? Bon, c'est pas... Mais malgré tout, ce capital, il va servir pour les premiers achats, pour les premiers loyers à payer. Tant qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, ce capital va constituer un peu le premier plein que vous mettez dans votre voiture pour commencer, pour démarrer. D'accord? Donc, ce capital, dans les exercices, on vous dit, voilà, le capital, les associés ont décidé de créer une société et le capital est de 30 000 euros. Boum, on met dans le capital 30 000 euros. Ensuite, vous aurez 3 postes qui sont finalement à prendre tels qu'ils sont. Les réserves, c'est simplement de l'argent que la société... Vous savez qu'une société, quand elle va faire du bénéfice, le bénéfice, qu'est-ce que va faire une entreprise? Alors, on va se faire un petit truc, vous allez pouvoir intervenir un peu. Sur la page 3, je me situe donc sur la page 3, et je vous dis que l'entreprise, elle a le bénéfice de l'entreprise, le bénéfice. J'ai créé un petit magasin, le bénéfice de mon entreprise est de 100 000 euros. L'entreprise a généré un bénéfice de 100 000 euros. Voilà. Donc vous le voyez bien, hein, je l'ai inscrit sur la page 3 et je voudrais que vous mettiez des petits post-it pour me dire qu'est-ce qu'on va faire de ces 100 000 euros. Dites-moi ce que vous pensez. Si c'était votre entreprise, vous avez ouvert, vous êtes à 2 camarades, on va dire, allez, j'ai qui à l'écran là, j'ai Delphine et Anaïs. Delphine et Anaïs ont décidé de créer un magasin de produits diététiques. Et puis, à la fin de l'année, leur comptable vient les voir et dire, mesdemoiselles, vous avez gagné 100 000 euros. L'entreprise a fait un bénéfice de 100 000 euros. Alors, allez-y, marquez-moi des petites choses que vous voulez faire. Alors, séparez vos post-it, d'accord? Mettez-les un peu partout sur la page, que je vois... Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. OK. Alors, très bien. On arrête là. Donc, c'est bien, vous avez plein d'idées. Bon, voilà. Allez, on arrête là. Hop, je vais juste déplacer celui-là. Agrandir les 2, 3 là. Hop. Agrandir aussi celui-ci. Voilà. Alors, la première chose, quand une entreprise fait du bénéfice, c'est de dire à qui, d'abord, il appartient ce bénéfice. C'est l'idée qu'il faut se faire. Quand des associés investissent dans une entreprise, donc comment ils font pour investir dans une entreprise? Ils constituent le capital. Quand des associés constituent une entreprise, et je vais prendre par exemple, alors je vais faire une page, je me mets sur la page 4. D'accord? Je me mets sur la page 4 pour vous expliquer. On va prendre, donc on avait dit que c'était Anaïs. Anaïs, au départ, a injecté, a constitué le capital de la société donc avec Delphine, et Anaïs a mis 6 000 euros pour constituer le capital. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un apport. Un apport
un apport qui va constituer le capital. Voilà. Anaïs, elle a mis 6 000 euros, elle a apporté à la société 6 000 euros. Et puis, hop, on va lui trouver une associée. On avait dit que son associée, c'était Delphine. Delphine, elle, apporte 4 000 euros. Alors, vous voyez bien, hein, là où je veux en venir, le capital de la société qu'elles ont toutes les deux formé, le capital de la société, le capital de la SARL, capital de la SARL Amazon, il est de 10 000 euros. Voilà. Donc ce capital, évidemment, il a été formé par les apports des deux associés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les deux, elles ont décidé d'investir. Mais quand on investit dans une société, quand on fait un apport en capital, ça nous donne des droits. D'accord? Un, ce qu'on appelle des droits politiques, c'est-à-dire qu'on a le droit de voter pour prendre des décisions. Non, capital n'est pas égal à bénéfice, pas du tout. Alors, capital, c'est ce qui a été mis sur la société au départ. Ici, c'est 10 000 euros, alors que notre bénéfice, il était de 100 000 euros. Donc, je vous disais, le capital vous permet d'avoir des parts sociales ou des actions, on ne va pas aller jusque-là pour l'instant, mais surtout, il vous donne des droits. Et il vous donne des droits, deux types de droits dans une société. Il vous donne des droits de voter pour prendre des décisions pour la société. Et deuxième chose, il vous donne des droits à ce qu'on appelle un partage des bénéfices. D'accord? Il vous donne des droits à dividendes. Et le dividende que vous allez pouvoir toucher, auquel vous pouvez prétendre, il est bien sûr en rapport avec l'apport que vous avez fait au départ. Ici, clairement, Anaïs va avoir le droit à 60%, elle va pouvoir toucher 60% des bénéfices. Et évidemment, Delphine, elle va avoir le droit à 40% des bénéfices. Donc la première chose qu'il faut se dire, c'est que quand une société est constituée, il faudrait changer juste ça, la première chose, c'est quoi? C'est que quand une entreprise fait des bénéfices, c'est d'abord pour rémunérer les gens qui ont mis le capital. Donc je reviens sur la page 3. Je reviens sur la page 3. Et je dirais que la première chose, c'est, alors quelqu'un m'a marqué se payer. D'accord? C'est un petit peu ça. D'accord? C'est simplement la première chose. L'entreprise a généré 100 000 euros de bénéfices. Donc les gens vont se payer en premier. Mais ils vont décider ça. D'accord? Ils vont décider à deux. Bien sûr, c'est toujours les pourcentages qui vont se décider. Hein. C'est ici, en l'occurrence, Anaïs qui va pouvoir décider puisqu'elle a 60%. Et Delphine devra un peu subir. Donc la première chose, c'est d'abord, est-ce qu'on se partage les sous? Est-ce que c'est 100 000 euros? Est-ce que moi, Anaïs, j'en prends 60 000 et Delphine en prend 40 000? C'est la première chose. Ensuite, deuxième possibilité, garder de l'argent. Garder de l'argent. Garder de l'argent, c'est faire des réserves, finalement. Et ces réserves, elles vont servir pour tout ce que vous m'avez dit là.
tout ce qui était en dessous, c'est-à-dire effectuer une nouvelle embauche, ça ne coûte rien, effectuer une nouvelle embauche, sauf s'il y a un processus de recrutement, etc. Mais voilà, notamment faire des nouveaux investissements, garder de la trésorerie, rembourser des prêts éventuellement, alors même si ce n'est pas forcément ce qu'il faudrait faire en premier, mais peu importe, mais il y a des choses intéressantes. Garder des dispos, conserver la trésorerie, c'est la même chose. D'accord? Mais c'est exactement ça, puisque je vous ai dit, hein, il y avait des processus où je paye avant, on paye après, etc. Donc, réinvestir dans la société pour acheter du matériel, etc. Tout ça, pour payer tout ça, il va falloir faire des réserves. D'accord? Donc, c'est en ça où, je reviens sur la feuille 2, d'accord? Les réserves, c'est l'argent qui n'a pas été distribué aux associés pour les payer, hein, et qui est fait donc pour réinvestir. Et c'est la même chose pour le report à nouveau. Simplement, le report à nouveau, en fait, les associés vont dire, bon, on va laisser l'argent dans la société, puis on verra bien l'année prochaine. Ça, c'est le report à nouveau. Ou on laisse de l'argent dans la société pour tout le temps. Ça, c'est les réserves. Est-ce que vous m'avez compris et est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une petite question par rapport au capital. Du coup, le capital, c'est donc ce que, là, admettons, Delphine et Anaïs ont mis en la somme totale. Mais est-ce qu'on peut rajouter du capital au fur et à mesure des années? Bien sûr, bien sûr. Il se peut que dans une société, oula, alors Élise, je ne sais pas si vous êtes dans le bon cours, le cours a commencé à 5h10. Alors, voilà ce qui va se passer, c'est que les autres vont commencer. Euh, donc, comme je vous le disais, effectivement, je réponds à votre question, Vincent, l'entreprise peut avoir besoin d'argent à un moment donné. Imaginons, si on reprend notre exemple d'Anaïs et Delphine, leur affaire va bien et elles voudraient racheter un deuxième magasin. Alors, effectivement, elles vont peut-être pouvoir mettre une partie de la somme, mais il va falloir encore de l'argent. Quelles sont les solutions? Elles peuvent aller voir, imaginons, le magasin, il coûte 400 000 euros. D'accord? Elles voudraient acheter un magasin qui coûte 400 000 euros. Elles ont 100 000 euros de bénéfices, on l'a vu, donc elles vont réinvestir pour l'achat de ce magasin, mais il manque 300 000 euros. Bon, allez, chacune, elles peuvent remettre 50 000 euros des économies personnelles qu'elles ont. Donc elles vont rajouter au capital. Mais il manque toujours de l'argent. Donc plusieurs solutions. Soit elles vont aller voir la banque. Bonjour monsieur le banquier, je voudrais 200 000 euros pour acheter un magasin et la banque leur prête l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, les banques, elles ne prêtent pas aussi facilement que ça. Et qu'à un moment donné, on a déjà des emprunts et on peut plus emprunter. Autre solution, faire rentrer des gens dans le capital. Leur dire, ben voilà, notre entreprise, elle marche super bien, est-ce que vous voulez mettre dans notre capital 100, 200, 300, 400 000 euros? D'accord. La problématique de ça, c'est que n'oubliez pas que plus la personne détient de capital, plus elle fait ce qu'elle veut dans la société. Donc, c'est perdre aussi un peu la maîtrise de sa société. Euh, voilà pour ça. Alors, on a fait le tour, vous voyez, on a expliqué les choses. D'accord? On a expliqué les choses euh, pour ce qui est de l'actif et du passif. Euh, je vais simplement vous lancer sur l'exercice, d'accord, l'exercice numéro un pour vous expliquer, pour que vous puissiez commencer. D'accord. Alors, je vais partager mon écran différemment. Il n'y a pas d'autres questions? S'il y a d'autres questions, je réponds, hein. Alors, hop. Présentation.
Alors, normalement, vous allez voir donc l'énoncé du premier exercice, peut-être que vous l'avez sous les yeux, hein, l'énoncé du premier exercice que vous avez dans le télé. Donc, je vous explique comment il va falloir aborder cet exercice. Vous voyez que vous avez différentes choses. D'accord ? On vous dit, voilà, il y a du mobilier, de l'outillage, etc., etc. Donc, il va falloir les disperser dans le tableau. Vous n'allez utiliser qu'une seule colonne au niveau de l'actif. Hop, tac, tac. Ça, on ne l'utilise pas. Quand je vous expliquerai plus en détail, mais pour que vous puissiez vous lancer, ça, clairement, hop, on peut mettre du marron. On ne l'utilise pas. D'accord ? Vous n'avez pas utilisé. Vous allez simplement mettre les sommes, telles que vous voyez. Donc, on vous dit, par exemple, il y a le premier stock, c'est 8 000 euros. Ben, je vais mettre 8 000 euros dans mes stocks. Tac, tac, tac. Voilà. Etc., etc. Il y a des machines, c'est des immobilisations. Je vais mettre 11 000 euros. Alors, il se peut qu'ici, il y a des machines, du matériel, il va falloir ajouter des sommes pour mettre dans ma case ici 11 000 euros. Alors, je vais partager le fichier vierge. Il y a les 5 premiers exercices. Comme ça, vos tableaux ils sont déjà faits, c'est plus facile pour vous pour travailler. D'accord ? Vous pourrez les télécharger sur la séance d'aujourd'hui. On se voit demain. Alors, peut-être que ça va être compliqué pour vous de le faire. On se voit demain matin ou demain soir avec votre groupe ? Demain à 8h30. Ouais, donc je pense que peut-être que pour demain, ça va être compliqué de se mettre à ça ce soir. On le fera ensemble demain matin. On fera les premiers exercices de matin. Je vous laisserai peut-être 5 minutes pour faire un exercice, etc. Ça va, on fait comme ça, ça marche. Voilà. Il n'y a pas de question. Donc, je vous dis, hein, on fait ça demain matin. On fait les 2-3 premiers exercices demain matin ensemble. Il n'y a pas de question? Non? Bah écoutez, on se voit demain matin. Et puis, je vais quand même mettre le fichier à disposition ce soir, comme ça, si jamais vous. Mais après mes cours, là, comme ça, si demain matin vous voulez travailler dessus en même temps que moi, vous pourrez toujours le faire. Donc, sinon, on se voit demain matin et j'aurai des questions plus tard sur les ratios. Ok, on pourra en discuter éventuellement demain matin, pas de souci. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Ciao. Alors, pour le groupe qui arrive en ce moment, je finissais donc là mon cours avec, je crois que c'était la province, donc vous, ça doit être Paris-Lyon, on est sur le même cours. Donc, je vais fermer la vidéo. Comment je vais faire? Parce qu'il faut que. Hop, je vais déjà arrêter l'enregistrement, sinon mes deux vidéos vont s'arrêter. Vont se cumuler. J'arrête l'enregistrement, je prends juste 2 minutes de pause et puis on commence dans 2-3 minutes. Ça marche?